Le mariage sur le lac de Côme était censé être le triomphe de ma sœur. 50 appels manqués en une nuit. Je pensais que mes parents appelaient pour se vanter de la bague. Quand j'ai finalement répondu, j'ai découvert que la célébration avait déraillé suite à des événements qui ne tenaient pas dans ma tête. Mais avant le chaos, il y avait juste le doux bourdonnement de mon réfrigérateur à Chicago et la lumière bleue de l'écran de mon téléphone illuminant mon salon sombre. Il était 22 h un mardi, et je regardais ma famille brûler de l'argent qu'elle n'avait pas en temps réel. Ma sœur Monica postait des stories depuis 48 heures sans interruption. Elle était là, tournoyant dans une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture, debout sur la terrasse d'une villa du XVIIe siècle qui surplombait l'eau sombre et vitreuse de Côme. Elle avait l'air parfaite, fabriquée, mais parfaite. À côté d'elle se trouvait Giovanni, le riche héritier italien qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre 3 mois auparavant. Il ressemblait moins à un marié et plus à un homme en otage, son sourire crispé et ses yeux fuyant l'appareil photo. J'ai fait défiler une vidéo de ma mère trinquant des verres en cristal avec une comtesse qui ressemblait étrangement à une actrice engagée. Mon estomac se tordait. Je connaissais les chiffres. J'étais analyste financière senior. Les chiffres étaient ma langue, et les chiffres de la vie de mes parents étaient dans le rouge depuis une décennie. Ils avaient refinancé leur maison 2 fois. Ils avaient épuisé 4 cartes de crédit juste pour s'envoler pour l'Italie, et pourtant ils faisaient semblant d'être de la royauté. J'avais refusé d'y aller. J'ai une fusion à conclure, avais-je menti. La vérité était que je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais pas les regarder aduler Monica, l'enfant prodige, alors que je savais qu'ils étaient à un paiement manqué de la saisie. Je ne pouvais pas les regarder me traiter comme un fantôme à moins qu'ils n'aient besoin d'un virement bancaire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. J'ai regardé le message. L'excuse de la machine à carte cassée. Classique. C'était le même mensonge qu'ils avaient utilisé quand ils avaient eu besoin d'argent pour la caution de mon frère Paul l'année dernière. C'était le même mensonge qu'ils avaient utilisé quand Monica avait accidentellement acheté un sac à main qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai répondu, non, je vous ai dit que je ne financerai pas ce cirque. 3 points dansaient à l'écran. Puis une réponse de Monica. Tu es juste jalouse parce que je suis heureuse et que tu es seule avec tes feuilles de calcul. Ne te dérange pas de venir à la réception si tu changes d'avis. J'ai ressenti une vive douleur familière dans ma poitrine. La vieille blessure d'être la responsable, l'ennuyeuse, le porte-monnaie. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement activé le mode ne pas déranger, branché mon téléphone sur le chargeur et éteint la lampe. Je me suis dit que j'en avais fini. J'avais tracé une ligne. J'étais en sécurité à Chicago, à des milliers de kilomètres de leurs illusions. J'ai fermé les yeux, croyant que le pire qui pouvait arriver était une carte de crédit plafonnée et quelques SMS de colère le matin. J'avais tort. Je me suis réveillé avec une crise cardiaque. Pas une vraie, mais le genre de poussée d'adrénaline qui vous frappe quand vous voyez l'heure, 3h17 du matin, et les notifications empilées sur votre écran de verrouillage comme un mur de briques. 50 appels manqués, 12 messages vocaux, 84 SMS. La panne était terrifiante. Maman, 20 appels. Papa, 15 appels. Paul, 10 appels. Même Monica avait appelé 5 fois. Les SMS étaient un flot confus de panique. Décroche. Urgence. Police. Réponds au satané téléphone, Madeleine. Mes mains tremblaient en déverrouillant l'écran. Le silence de mon appartement semblait lourd, oppressant. J'ai appuyé sur le bouton de rappel pour mon père. Il a répondu au premier coup de fil. Madeleine ? Il ne sonnait pas comme lui-même. Sa voix était une octave trop haute, éraillée et essoufflée. En arrière-plan, j'ai entendu des cris en italien, le grésillement d'une radio de police, et le son distinct de ma mère sanglotant. Un gémissement profond et guttural qui m'a fait frissonner. Papa, que se passe-t-il ? Quelqu'un est blessé ? Je me suis assise, serrant la couette. C'est un désastre, a-t-il étouffé. Tout est parti. Giovanni, ce bâtard, est parti. Comment ça, il est parti ? Il est parti. Il a pris les cadeaux en espèces. Il a pris les bijoux. Il a pris la voiture de location. Ce n'était pas un héritier, Madeleine. C'était un serveur de Naples avec un casier judiciaire.
Il a laissé Monica devant l'hôtel pratiquement. D'accord, ai-je dit, mon cerveau d'analyste essayant de mettre de l'ordre dans le chaos. C'est terrible, mais pourquoi la police est-elle là? Avez-vous déposé une plainte? Non, non, ils ne sont pas là pour lui, a balbutié papa. Ils sont là pour nous. Quoi? Paul et ta mère. Ils n'ont pas bien pris la nouvelle. Il y a eu des dégâts à la villa, a-t-il murmuré. Ils ont commencé à jeter des choses chères. Une statue, quelques tableaux. Les propriétaires ont appelé les carabiniers. Ils ont arrêté Paul. Ils ont Monica dans une pièce. Ils ont pris nos passeports, Madeleine. Ils ne nous laisseront pas quitter le pays. Je me suis frotté les tempes, essayant de digérer la stupidité pure de la situation. Alors, vous avez besoin d'un avocat. Appelez l'ambassade. Nous n'avons pas le temps pour l'ambassade, a-t-il claqué, la panique se transformant en agressivité. Ils vont transférer Paul et Monica dans une cellule de détention à Milan si nous ne payons pas les dommages et les amendes immédiatement. Ce soir, tout de suite. Combien, ai-je demandé, même si je savais déjà que je ne paierais pas. 25 000 €, a-t-il dit. En espèces ou par virement immédiat. Le propriétaire a accepté d'abandonner les accusations de vandalisme criminel si nous payons la restauration. Sinon, votre sœur ira en prison. Madeleine, la prison italienne. Je n'ai pas 25 000 € qui traînent à 3 heures du matin. Papa, vous avez des économies. Vous avez ce compte d'investissement. Il criait. Maintenant, c'est ta sœur. Elle est hystérique. Elle est en robe de mariée entourée de policiers. Tu dois nous aider. Nous sommes ta famille. Je t'ai dit que je ne paierais pas pour ce mariage, ai-je dit, ma voix tremblante. Je t'ai dit que c'était une mauvaise idée. Je t'ai dit que Giovanni avait l'air louche. Arrête de me faire la morale, a-t-il hurlé. Le bruit de quelque chose de lourd s'écrasant sur une table a résonné à travers le téléphone. Nous avons besoin de l'argent. Vire-le maintenant ou nous sommes morts. Tu m'entends? Mort. J'ai senti la culpabilité, lourde et suffocante, essayer de me serrer la gorge. C'était la programmation qu'il m'avait installée depuis ma naissance. Règle ça, Madeleine. Nettoie le désordre, Madeleine. Mais ensuite, j'ai regardé mon appartement vide, le sanctuaire que j'avais construit avec mon propre travail acharné. Je ne peux pas le faire, papa, ai-je dit doucement. Utilise les cartes de crédit que tu as utilisées pour réserver la villa. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un long silence terrifiant. Nous ne pouvons pas, a-t-il murmuré. Pourquoi pas? Tu as dit que tu avais une limite élevée. Juste. Juste appelle ta banque, Madeleine. S'il te plaît, autorise le transfert. Nous te rembourserons. Je le jure sur ma vie. Quelque chose dans son ton a déclenché une alarme dans ma tête. Ce n'était pas seulement du désespoir, c'était de l'évasion. Juste appelle ta banque. Pourquoi était-il si précis? Papa, ai-je dit lentement. Pourquoi ne peux-tu pas utiliser tes cartes? Tu as réservé la villa il y a des semaines. Tu m'as montré la confirmation. Les cartes sont plafonnées. D'accord, nous les avons plafonnées pour les vols et le traiteur. Il parlait trop vite. Écoute, je vais t'envoyer les détails du virement. Fais-le juste. Attends. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et l'ai mis sur haut-parleur. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont volé sur le clavier alors que je me connectais à mon portail bancaire principal. Madeleine. Madeleine, tu le fais? Je vérifie quelque chose, ai-je marmonné. Je me suis connecté à mon service de surveillance de crédit. Je ne l'avais pas vérifié depuis un mois car mes finances étaient en pilote automatique. Le tableau de bord s'est chargé. Une bannière rouge vif a clignoté en haut de l'écran. Alerte. Nouveau compte ouvert il y a 14 jours. Créancier, Banca Nazionale del Lavoro. Type, ligne de crédit personnel. Solde, 18 000 €. Mon souffle s'est coupé. J'ai cliqué sur les détails. La demande provenait d'une adresse IP en Illinois, la maison de mes parents, il y a 2 semaines. Puis une autre demande, une vérification de contrat de location. J'ai senti le sang quitter mon visage, me laissant froide et étourdie.
J'ai regardé le contrat de location de la Villa Balbianello joint à la demande. Le nom sur le bail n'était pas Steve ou Nancy. C'était Madeleine J. Harper. Ma signature était griffonnée en bas. Une fausse grossière, les boucles un peu trop larges, mais assez proches pour passer une inspection décontractée. Papa, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Qui est le locataire enregistré pour la villa? Qu'est-ce que ça peut faire? Nous avons besoin de l'argent. Qui a signé le bail, papa? Une respiration lourde sur la ligne. Puis la voix de ma mère a retenti, stridente et frénétique. Elle avait dû attraper le téléphone. Vous avez volé mon identité, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre. Vous n'avez pas seulement dépensé votre argent. Vous avez ouvert une ligne de crédit à mon nom. Vous avez loué un monument historique à mon nom. Nous l'avons fait pour la famille, a hurlé maman. N'osez pas être moralisatrice avec moi. Si vous ne payez pas ça, c'est vous qui êtes responsable. Le contrat est à votre nom. Si nous ne payons pas les dommages, la police vous poursuivra pour la dette. Ils ruineront votre carrière. Vous perdrez votre licence. Je suis resté figé. Le piège s'était refermé. Il ne demandait pas un renflouement. Il me demandait de dissimuler un crime pour me sauver. Si je payais les 25 000 €, je reconnaissais que la dette était la mienne. J'acceptais la fraude. Je paierais pour réparer une villa dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds pour un mariage que j'avais déconseillé afin de sauver des gens qui ne me voyaient que comme un score de crédit avec un pouls. Vous m'avez piégé, ai-je murmuré. Nous vous avons épargné la peine de vous inquiéter, a dit papa, sa voix dure maintenant. Maintenant, sois une bonne fille. Virez l'argent. Sauvez votre sœur. Sauvez-vous. Si nous tombons, vous tombez avec nous. Le bail dit Madeleine Harper. La police a ce papier. J'ai regardé l'écran lumineux de mon ordinateur portable. J'ai regardé la bannière d'alerte rouge. J'ai regardé la contrefaçon de mon propre nom. Pendant 30 ans, j'avais été le filet de sécurité. Je les avais rattrapés quand ils tombaient, les avais dépoussiérés et avais payé la facture. Je pensais que c'était de l'amour. J'ai réalisé, sous la lumière froide de 3h30 du matin, que ce n'était pas de l'amour. C'était une prise d'otage. Ils pensaient m'avoir mis échec et mat. Ils pensaient que ma peur de ruiner mon crédit, ma peur du scandale, ma peur de perdre ma licence de CPA me forcerait à ouvrir mon portefeuille une dernière fois. Ils misaient sur ma honte. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais analyste. Je savais comment atténuer les risques. Et le plus grand risque pour mon avenir n'était pas la police italienne. C'étaient les gens à l'autre bout du fil. Passez l'officier au téléphone, ai-je dit. Quoi, a demandé papa, confus. Vous voulez parler à la police? Vous ne parlez pas italien. Passez-le maintenant ou je raccroche et vous n'obtenez rien. Il y a eu une bousculade. Un instant plus tard, une voix grave et fatiguée a dit, Pronto, ici le Capitano Rossi. Capitaine Rossi, ai-je dit, ma voix calme, dépouillée de toute émotion. Je m'appelle Madeleine Harper. Je suis actuellement à Chicago, Illinois, États-Unis. J'enregistre cet appel. Signora, votre famille dit que vous virez les fonds pour les dommages à la villa. Non, capitaine, je ne le fais pas. J. Ai pris une inspiration, inhalant la liberté qui allait venir. Je signale un crime. Les personnes sous votre garde ont volé mon identité. Je n'ai pas signé ce bail. Je n'ai pas autorisé cette ligne de crédit. Je suis à Chicago depuis les 6 derniers mois. Mon passeport le vérifiera. Madeleine. J'ai entendu ma mère crier en arrière-plan. C'était un son de pure terreur. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. Donne-moi le téléphone. Capitaine, ai-je continué, ignorant les cris. Je contacte immédiatement le consulat des États-Unis et le service antifraude de ma banque pour signaler ces transactions comme des activités criminelles. Les personnes sous votre garde sont responsables du vandalisme. Arrêtez-les. Faites ce que vous avez à faire. Madeleine, s'il te plaît, papa suppliait maintenant, sanglotant à fendre l'âme. Ils vont nous mettre en prison. Ils vont nous expulser. Tu ne peux pas faire ça à ton propre sang. Je n'ai pas de famille, ai-je dit dans le combiné. J'ai une affaire de fraude.
Compris, signora, a dit le capitaine. Son ton était passé de l'agacement à la vigilance professionnelle. Nous allons procéder aux accusations contre les individus présents. Merci. J'ai raccroché. Je ne me suis pas accordé un instant pour pleurer. J'ai composé la ligne d'assistance téléphonique antifraude 24 heures sur 24 de ma banque. J'ai passé l'heure suivante à expliquer calmement la situation, à télécharger des copies de mes tampons de passeport prouvant que j'étais aux États-Unis, et à signaler les comptes non autorisés. J'ai verrouillé mon crédit auprès des 3 bureaux. Au moment où j'ai terminé, le soleil commençait à saigner une lumière grise à travers mes stores. Mon téléphone vibrait encore toutes les quelques secondes. Des SMS de mes cousins, de mes tantes, de mon frère. Comment as-tu pu? Monstre. Maman s'évanouit. Il passe les menottes à Monica. Je ne les ai pas lues. J'ai sélectionné tout sélectionné dans ma liste de contacts. Maman, papa, Monica, Paul, et toutes les recrues possibles qu'il pourrait recruter. J'ai appuyé sur bloquer. Le silence qui a suivi a été absolu. C'était le silence le plus cher que j'ai jamais acheté, me coûtant une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ville se réveiller. Quelque part en Italie, ma sœur était probablement assise sur un banc en métal dans une robe de mariée ruinée, faisant face aux conséquences de sa vie pour la première fois. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café. Je l'ai bu noir, seul dans mon appartement silencieux et payé. Il avait un goût amer, chaud et incroyablement pur.